a beau décrier la France, nous sommes toujours tournés vers la France en fait. Dès qu'il faut partir faire ses études ou alors dès qu'il faut... on part en voyage, alors c'est toujours plus facile de partir en France alors que autour de nous, il y a beaucoup d'îles qu'on ne connaît pas, beaucoup de cultures qu'on ne connaît pas et qui sont beaucoup plus proches de nous en fait, de nous culturellement ou même historiquement, de ce qu'on peut partager en tant qu'individu, que communauté, en tant que peuple. Bah, en fait, là, quand je suis allée à Londres, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il a fallu que j'arrive à Londres pour rencontrer ce qui existe, enfin, ce qui est voisin de mon pays depuis, enfin, ceux qui sont mes voisins depuis des années, hein, depuis ma naissance. Donc, j'ai baigné dans cette culture caribéenne où finalement, nous voyons que nous avons une partie de notre histoire qui est commune, mais qu'on a beaucoup de choses à découvrir les uns des autres, qu'on ignore les uns des autres par rapport à nos cultures, enfin, à notre histoire. Parce que l'esclavage, oui, c'était toute la Caraïbe, mais c'est pas exprimé de la même manière. La colonisation n'était pas identique entre les îles anglaises et les îles françaises, par exemple. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des choses à partager, des choses à échanger et des expériences comment dire, à valoriser. C'est-à-dire, nous ne savons pas qui nous sommes, alors qu'on a beau dire nous sommes caribéens, certains jeunes revendiquent des choses sans pour autant appliquer réellement les choses, aller vers les autres Caribéens en fait. Que faire? Que faire? Je pense qu'on pourrait, par exemple, créer des associations culturelles, mettre en place des voyages, mettre en place des partenariats. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est vraiment parce que nous sommes trop tournés vers la France en fait. Pourquoi les enfants ne vont pas étudier par exemple dans la Caraïbe? Il faudrait peut-être développer plus de bourses pour aller, parce qu'il y a un partenariat par exemple entre l'UAG et l'UI, qui est le University of West Indies, et on n'en profite pas suffisamment je pense. Alors que ce serait justement l'occasion de créer ce réseau, même au niveau étudiant, entre les étudiants caribéens. Ce sont des réseaux qui se perpétuent après au niveau professionnel en général. C'est-à-dire que les personnes qu'on a rencontrées à l'université en France, on garde souvent des contacts avec ces personnes quand on devient adulte, qu'on travaille, etc. Ce serait certainement la même chose si on partageait des réseaux avec les Caribéens, quoi, je pense. Comment tu définis le mouvement culturel aux Antilles, et particulièrement en Guadeloupe? Le mouvement culturel. Alors, je pense qu'il y a un retour, une sorte de revival, comme on dit, un revivalisme de nos racines. C'est-à-dire que nous sommes revenus, quand j'étais petite, j'avais commencé à faire du traditionnel par exemple dans mon adolescence. Au début j'ai fait plutôt du modern jazz, etc. Mais je trouve que voilà, on est en train de se réapproprier nos racines. Donc c'est un mouvement qui se veut très authentique, très nègre, les racines, le créole. Aujourd'hui tout le monde veut être, on se revendique créolophone avant d'être francophone. Moi, je ne pourrais pas dire que je suis créolophone avant d'être francophone. J'ai été élevée dans le français, en parlant français, mes parents parlent français, m'ont toujours parlé français. J'ai appris le créole dans la cour de récréation. Et oui, je peux dire que je suis créolophone, je suis francophone. C'est ce qui fait que nous sommes créoles, que nous sommes caribéens finalement. C'est que nous avons plusieurs cultures qu'il ne faut pas le nier en fait. Il faut en faire justement un atout. Au lieu de se dire voilà, c'est la colonisation. Moi, j'en prends ça comme un atout. Je parle français, je parle bien français, je parle créole, et ben, j'essaie de parler de mieux en mieux créole, et je parle anglais. Je parle bien anglais, et je parle espagnol. Alors, tout ça, c'est la Caraïbe, et ça me permet, moi, de me défendre le mieux possible, en fait, quand je pars à l'étranger. Aux États-Unis, on parle anglais, espagnol, créole aussi, créole haïtien, que je comprends. Je veux dire, pour moi, c'est une richesse. Au lieu de me victimiser en me disant voilà, c'est la langue du maître qui m'a imposé, ben c'est pas grave. Je prends sa langue et j'en fais quelque chose de positif et je pars à l'étranger, je suis capable de parler aussi bien qu'un français, peut-être mieux. Donc je ne crois pas que ce soit une tare en fait. Je pense qu'il faut essayer de positiver ce qui a été négatif. Donc moi je pense que c'est bien que le fait que le mouvement se veuille authentique, etc. Mais il ne faut pas pour autant, pour moi, se replier sur soi. Le repli sur soi en fait, c'est se mentir à soi. Aucune culture ne peut vivre sur elle-même, en fait. Toutes les cultures finissent par évoluer, par changer, se métisser. Toute culture est métissage, donc même la culture française est un métissage. Même si c'est majoritairement des blancs, des celtes ou
les Wisigoths, etc., ben, c'est quand même un métissage entre différentes cultures, différentes tribus. En Afrique, pareil, eh ben, il y a eu un métissage entre la colonisation française, la colonisation euh, espagnole, etc. Donc aujourd'hui, il y a différentes langues sur le continent africain. Il y a énormément de langues, et plus les langues des colonisateurs, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'espagnol, même le portugais. Et je pense que c'est un atout pour ces ressortissants africains qui arrivent en Europe et qui parlent déjà leur propre langue, qui vont parler français par exemple, et qui vont parler aussi une langue européenne, quoi, qui vont parler anglais ou espagnol ou portugais. Donc je pense qu'il faut positiver cette colonisation. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui est très riche justement parce que nous sommes quelque part un carrefour des cultures qui se sont rencontrées sur nos territoires. Donc il ne faut pas le rejeter, au contraire, il faut le mettre en avant. Bon, cette année, j'ai la chance d'avoir pu choisir mes étudiants. J'ai pris les étudiants de troisième année et master. Donc ce sont déjà des adultes, des personnes qui ont une réflexion déjà plus poussée que quand on arrive en première année, où on est quand même un peu moins sensibilité, moins conscient, je pense, enfin pour la majorité. Mais beaucoup, je pense, sont dans un mouvement de revendication, un peu à travers le rastafarisme par exemple, ou différents mouvements culturels, mais qui passent plus par la musique. Mais je ne suis pas sûre qu'ils maîtrisent tous les symboles ou toutes les valeurs ou les codes auxquels ils adhèrent en fait. Ce sont des choses qui sont importées, par exemple les cultures afro-américaines, etc., qu'on appellerait ghetto, où les jeunes parfois sont une sorte de revendication de ce genre. Bon, je pense que c'est un faux message et c'est une fausse revendication, puisque ce sont des codes qu'on prend mais sans la substance. En fait, donc je le dis en tant que sociologue, même on vit dans un monde un peu virtuel en fait. C'est-à-dire que les jeunes prennent des choses qu'ils voient à la télé, mais ça n'a rien à voir avec la réalité des choses, ou même de la réalité de ce que le mouvement est à l'origine en fait. C'est peut-être parce qu'on a du mal à percevoir ça qui tombe nous. Oui, certainement. Alors, heureusement qu'il y a un travail qui est fait au niveau de notre histoire en ce moment, de notre culture, etc. Et j'espère que ça ira plus loin, c'est-à-dire que ça ira à travers l'éducation. Moi, j'aurais aimé mettre en place un projet d'une école associative, enfin culturelle par exemple, où on enseignerait notre histoire et nos valeurs et enfin notre vraie histoire entre guillemets à nos enfants. Parce que je pense que l'histoire, la connaissance de son histoire est la base, mais ça ne fait pas tout. Après, il y a l'éducation, il y a les valeurs, et il y a ce que les parents peuvent transmettre en termes de culture. Alors, par exemple, je pense qu'on a été déculturé et complètement dépossédé de notre richesse en fait, c'est-à-dire en tant qu'individu. Notre richesse, ne serait-ce que intellectuelle ou même du phénotype, c'est-à-dire que ça part déjà de là. Je pense que nous sommes métissés, il y en a qui sont plus métissés que d'autres. Après, il y en a beaucoup qui par exemple... on parle du cheveu, des mauvais cheveux ou les beaux cheveux, le métissage. Je pense que déjà il faut se réapproprier nos cheveux. Alors beaucoup me disent oui mais toi t'as pas les cheveux crépus donc c'est facile pour toi de le dire. Bon, j'ai pas non plus les cheveux lisses, il faut que je me coiffe quand même. Donc ça me prend quelques heures quand même quand je dois me coiffer, mais j'ai fait ce choix d'être naturelle parce que je pense que se défriser les cheveux par exemple c'est un peu rejeter ce qu'on est. Et que ce n'est pas un bon message qu'on envoie à nos enfants. Quand je vois des parents, des mères qui défrisent les cheveux de leurs enfants, elles ont 7 ans, je trouve que c'est criminel. Parce qu'à 20 ans, elles n'auront plus de cheveux, quoi. Elles n'auront plus... Voilà, donc je pense qu'il faut déjà qu'on se réapproprie une esthétique noire. Alors on a commencé avec les locks, mais tout le monde est obligé de faire des locks. On peut apprendre à se coiffer, on peut réapprendre à se coiffer, on peut réapprendre à aimer notre peau. On entend plein de choses. Il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits sur, par exemple, l'ouvrage de Juliette Smeralda, sur Peau noire, cheveux crépus, où Serge Billet aussi a écrit un livre sur Blanchissez-moi tous ces nègres, voilà. Où quelque part, bon, il pourrait aller encore plus loin dans la recherche et dans l'exposé de ces faits, mais effectivement les Africaines qui se blanchissent la peau, par exemple, tout ça, c'est un peu notre déculturation, où nous stigmatisons nous-mêmes en fait. Et alors que finalement, moi je vois beaucoup de... Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le monde à l'envers, où je vois beaucoup de
de femmes de type européen qui vont faire des UV pour avoir le teint plus hâlé, qui vont mettre des faux cheveux, des patras comme on dit. Je veux dire, il faut qu'on arrive à se rendre compte que finalement, ce que nous sommes est quelque peu envié, même si c'est un effet de mode par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient peut-être avoir le galbe ou les formes des femmes antillaises, alors que nous, on voudrait tellement se couler dans le moule européen, quoi. Donc je pense que c'est tout ça, c'est notre histoire, c'est notre culture, notre esthétique, la beauté de la femme noire. Il faut que les enfants, que les mères aussi transmettent ça à leurs filles et de dire voilà, ben, tu es belle, tu as peut-être des traits, tu n'as peut-être pas les traits de, je sais pas moi, de, comment elle s'appelle, cette actrice, enfin toutes les actrices de type européen qui sont très appréciées aujourd'hui. Bon, ben, y a une beauté noire, il y a une beauté noire qui est d'ailleurs enviée, quoi. Enfin, selon moi. Donc, je pense que tout ça fait partie d'une sorte de rééducation et que tout ça pourrait très bien être revalorisé à travers des ateliers de coiffure, des ateliers, venez apprendre votre histoire, emmenez vos enfants à apprendre. Voilà, je pense que c'est un projet qu'il faudrait mettre en place.